Bonsoir tout le monde, bienvenue à toutes et à tous dans nos premières assises mensuelles de l'année. Ce rendez-vous qui nous permet de se retrouver et de retrouver nos confrères et nos consoeurs. J'approche le micro. Se retrouver entre confrères et consoeurs et de mettre à jour nos connaissances afin d'améliorer nos pratiques dans nos cabinets. Alors la thématique d'aujourd'hui, ça va être essentiellement les vertiges. Ce symptôme très fréquent, parfois on a des problèmes, on ne sait pas où orienter le patient, est-ce qu'il faut l'orienter vers l'ORL, vers le neuro. Bon, c'est pour ça qu'on a invité aujourd'hui différents spécialistes qui vont aborder la question chacun selon sa spécialité et selon son point de vue. Donc on a aujourd'hui parmi nous Dr Amarouche Nadia, qui est une ORL spécialiste dans les vertiges. Merci Nadia d'être parmi nous. Donc c'est une Dr Amarouche Nadia, elle est diplômée en autoneurophysiologie à Rennes Descartes en 2000. Elle est ancienne chef de service des explorations autoneurophysiologiques de l'hôpital militaire et elle est membre de l'Académie européenne et des sciences à Salzburg. Elle est membre actif de la Société marocaine des études du vertige. Merci Nadia d'être encore une fois parmi nous. On a également le plaisir d'accueillir avec nous, on ne le voit pas, docteur Jean-Claude Sader, que tout le monde connaît. Je ne sais pas si tu nous entends, Jean-Claude. Merci beaucoup, Jean-Claude, d'être parmi nous. Tout le monde, il y a beaucoup de cardiologues que tu connais ici. Et ils sont un peu déçus parce que tu n'es pas avec nous, mais bon, on va le refaire une autre fois en présentiel. Avec plaisir. Ouais. Le docteur Jean-Claude est connu par il est très passionné par l'enseignement, il adore transmettre son pouvoir. Son savoir, surtout. Son savoir c'est ça, voilà, et pas le pouvoir. Merci Jean-Claude d'être parmi nous. Donc Jean-Claude, il est chef de service imagerie, neurologie, diagnostic à Paris. Il est membre actif de plusieurs sociétés de radiologie. Et il a contribué à la réalisation de plusieurs recherches et de plusieurs manuels de radiologie. Merci encore, Jean-Claude. Merci à vous. Et il y a notre secrétaire générale, Dr Sarah Hajib, qui est très studieuse et très impliquée et qui va nous parler des vertiges de point de vue cardiologique. Merci, Sarah. Voilà, donc je remercie également Dr Bennounar, Ali Bennounar. Je remercie les laboratoires Pfizer pour leur collaboration. Ils rentrent au bon moment. Merci à tous et je donne la parole sans tarder à Dr Amarouche Nadia. Merci Siam pour l'invitation. Merci à l'AMCAR de m'avoir invité à participer à cette journée et partager un pont entre la cardiologie et l'ORL que je considère un travail qui doit être fait avec la connaissance. Mais en fait, aujourd'hui, je suis très heureuse d'être là. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, le syndrome vestibulaire et le vertige, on considérait que c'était l'apanage de l'ORL tout seul, du neurologue tout seul, du cardiologue. Donc, parce qu'auparavant, il y avait des classifications qui disaient que un vertige avec hypotension, c'est un travail du cardio, un vertige où s'applique le changement de position, c'est un travail de l'ORL, avec un déficit aphasie, trouble de la marche ou autre, c'est un travail du neuro. Pas du tout. Pas du tout. Et aujourd'hui, on va parler des mini-consensus de la nouvelle nomenclature qui va nous permettre de travailler tous ensemble et se donner la main dans la main pour poser un diagnostic adéquat pour notre patient. Donc, bismillah. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des troubles vestibulaires et maladies cardiovasculaires. Le vertige vasculaire est une problématique clinique complexe. Parce que, comme je l'ai bien dit, c'est un travail entre différentes spécialités. La précision du diagnostic
et la compréhension de la symptomatologie et des différents éléments vont nous permettre d'avancer. D'où l'intérêt du travail qu'a fait la Bahrani Society. Je vous en parlerai juste après. La variété de l'étiologie se révèle souvent associée à des accidents vasculaires cérébraux, à des accidents ischémiques transitoires. Donc les manifestations cardiovasculaires dans le vertige, vous le savez mieux que moi, sont très fréquentes. Alors, la Bahrani Society, c'est une société internationale qui est spécialiste en auto-neurologie. Cette société, elle comporte 3 continents, différents pays, qui vont participer à élaborer un consensus qui aura pour objectif qu'on parle tous la même chose. Donc, ils ont initié le travail en 2012, ils ont élaboré sur plusieurs années de recherche des nomenclatures, mais surtout des classifications des symptômes vestibulaires. On n'a plus le droit de venir dire il fait un Ménière. Non, c'est plus le Ménière. Le Ménière ne représente que 9% des vertiges. Et vous en voyez dans vos cabinets. Et ce ne sont pas des Ménières. Vous allez voir. Donc, je me suis basée sur cette présentation, sur cet article, qui est la publication qui s'est faite le mois de mars 2022. Donc, le travail, il est récent. Et on va analyser à travers cette étude qui a été faite entre les 3 continents la classification des vertiges vasculaires. Donc cette Bahrani Society joue un rôle crucial. Elle a permis de classifier les troubles vestibulaires, de parler des vertiges vasculaires et non vasculaires, et donc avoir une distinction précise de notre diagnostic. Et bien sûr, établir un protocole thérapeutique adapté. Donc, comprendre les fonctions vestibulaires nécessite avant tout d'évaluer les patients qui vont faire des infarctus limités à la structure vestibulaire spécifique et mieux comprendre comment les cardiologues vont avoir un syndrome vestibulaire ischémique et comment ils peuvent aussi contribuer à la prise en charge de notre patient. Bien sûr, la recherche fondamentale, qu'elle soit sur le plan exploration autoneurophysiologique ou radiologique, elle a joué un énorme rôle pour établir ce consensus. Un petit rappel anatomique. Donc, l'oreille. L'oreille est constituée, comme vous le savez, de l'oreille externe, moyenne, interne. Ça, tout le monde le sait. Maintenant, quand on parle de l'oreille interne, on parle de 2 secteurs. Le secteur cochléaire et le secteur vestibulaire. Le secteur vestibulaire, il est constitué de la sacule qui, elle, siège à l'entrée de la fenêtre, ici même. Après, il y a les tricules, il y a les canaux semi-circulaires, puis vous avez le nerf vestibulaire. Donc, les canaux vont coder pour tout ce qui est dynamique, mouvement, accélération, décélération. C'est un accéléromètre à inertie. La sacule et les tricules vont coder pour tout ce qui est statique, stabilité statique. Donc, vous aurez la stabilité statique et dynamique. Et à travers la projection dans les noyaux vestibulaires centraux, vont émerger les différents réflexes. Premier, vous avez le réflexe vestibulo-spinal qui, lui, va entraîner des défauts de stabilité, d'où le patient qui va avoir cette sensation d'ébriété. Le réflexe vestibulo-oculaire va vous générer un nystagmus, un mouvement involontaire de l'œil. Vous avez l'anxiété spatiale qui va être induite, et maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur ce plan-là. Il y a même les sorties de corps qu'on voit chez des patients qui font des pathologies vestibulaires, même parfois très légères, mais on considère que c'est des patients qui s'en foutent pas du tout, ils sont en désorientation. Et on trouve aussi les troubles du sommeil associés et les troubles hormonaux. On comprendra de cette anatomie la difficulté du diagnostic. Parce que votre patient ne va pas venir vous dire « j'ai un vertige, tout va bien ».
Non, j'ai un vertige, les yeux bougent, la stabilité, les troubles cognitifs, surtout les personnes âgées, les troubles thermiques, les troubles de mémoire spatiale. Je me suis réveillée, ça tournait, puis après, je ne savais même plus où j'étais. Et on pense que c'est une affaire de neuro tout de suite. Pas du tout, c'est une affaire de cardio en premier lieu. Waouh! Voilà pourquoi. Donc, vous savez très bien que la vascularisation de l'oreille interne est une branche de l'AICA. Et cette branche de l'AICA va donner l'artère labyrinthique. L'artère labyrinthique va vous donner une branche cochléaire et une branche antérieure vestibulaire. Sachez une chose, la vascularisation vestibulaire est une vascularisation terminale qui n'a pas d'autre voie où elle peut se régénérer. Et les manifestations vestibulaires sont souvent avant les manifestations cochléaires et bien sûr avant qu'il y ait un phénomène d'ischémie assez avancé. Donc d'où l'intérêt de prendre en considération un vertige. Donc, la complexité des symptômes. Les symptômes accompagnants on va avoir des pathologies, on va avoir des symptômes neurologiques, comme je l'ai dit, des troubles de l'équilibre, des troubles cérébrovasculaires. Donc, de l'intérêt de la neuroautologie et de la neuroimagerie, pour mieux comprendre toute la symptomatologie qui va induire par la suite un AVC qui va affecter soit le tronc cérébral, soit le cervelet. Et il a été bien codifié maintenant que toutes les pathologies ischémiques, vertébro-basilaires, tronc cérébral, postérieure ou la fosse postérieure vont se manifester en premier lieu, et vous allez voir la fréquence par des vertiges. Donc, il faut faire la différenciation entre les causes vasculaires, donc il est crucial de faire l'origine des formes vasculaires non vasculaires, des vestibulopathies unilatérales aiguës, un patient qui va venir, on va se dire, ah, celui-là, il fait un tableau d'AVC, celui-là, non, c'est un tableau de névrite vestibulaire virale. Ce n'est pas une névrite ischémique, parce qu'il y a le syndrome de Lindsay-Ilmay, qui lui va donner un tableau typique d'une névrite, mais qui est purement vasculaire, ischémique. Et la prise en charge, c'est une prise en charge cardiologique, essentiellement, ou neurologique. Les conséquences d'un diagnostic erroné peuvent entraîner la perte d'opportunités et de traitement et augmenter la morbidité et la mortalité. Mais en même temps, à l'inverse, si on passe dans les diagnostics erronés, c'est beaucoup d'IRM, de tests l'un après l'autre, et donc un traitement qui devient très coûteux. Et malheureusement, les patients vertigineux sont des patients qui viennent toujours avec des dossiers énormes. Ils ont tout vu, toutes spécialités confondues. D'où l'intérêt de se donner la main entre cardiologue, ORL, neurologue, pour pouvoir avancer. On ne peut pas avancer tout seul. On doit se donner la main. Donc la Parallel Society, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on va classifier en 3 groupes. Les formes aiguës, les formes épisodiques et les formes positionnelles. Les formes aiguës, c'est tout vertige qui va durer plus de 24 heures. Ça va tourner plus de 24 heures. Non-stop. Je dis bien du non-stop. Là, on est dans du vasculaire aigu. Il y a les formes moins de 24 heures. Puis il y a les autres formes qu'on considère épisodiques récurrentes. Ce sont des troubles épisodiques répétés. C'est un vertige qui va venir, durer 2 heures, 3 heures, disparaître, revenir 3 mois après, revenir 6 mois après. Ça, on le verra beaucoup dans les troubles de fibrillation, des troubles du rythme cardiaque et dans les pathologies cardiovasculaires. Et ça, c'est des formes épisodiques. Et donc, ça rentre dans le vertige épisodique récurrent. Et il y a le syndrome positionnel. Et c'est vrai que pendant longtemps, on pensait que le positionnel, c'est une affaire d'ORL. Oui, non. Parce qu'il y a le positionnel paroxystique bénin. On va le voir qui, lui, va durer quelques secondes et il va disparaître. Mais il y a aussi le positionnel
vasculaire. Et lui, c'est un vertige positionnel qui va être là, il ne va pas disparaître au bout de quelques secondes. Donc, d'où l'intérêt de savoir de quoi on parle et quel est le lieu de l'atteinte. Est-ce que c'est au niveau des noyaux vestibulaires centraux? Est-ce que c'est au niveau du nerf vestibulaire? Est-ce que c'est au niveau du canal sémicirculaire? À quel niveau se situe l'atteinte? Sachant que sur le plan épidémiologique, il y a une grande prévalence des événements ischémiques parce que les structures neuronales alimentées par la circulation postérieure entraînent des vertiges. Donc, quand vous avez un problème au niveau de la circulation postérieure, vous allez déclencher des vertiges. La prévalence. Les études randomisées, ils ont montré que 47 à 75% des patients ayant subi un AVC de la circulation postérieure avaient des vertiges. D'où l'importance de prendre en considération la plainte chez vos patients. Aux urgences aux USA, 3,3 à 4,4% se présentent pour un vertige. Et sachez une chose, que parmi cette tranche, 3 à 4% vont faire un AVC. Ce qui n'est pas rien. Donc, il y a un risque 3 fois plus élevé pour un patient qui se manifeste aux urgences, qui a des antécédents cardiovasculaires et qui vient vous dire j'ai un vertige. Deuxième point, c'est un risque particulièrement élevé chez les patients qui ont les maladies coronariens, troubles du rythme, etc. L'autre élément qui est très important, l'artère vertébro-basilaire. L'artère vertébro-basilaire, je considère que l'ultime. Pourquoi? Parce que, sincèrement, que ce soit pour les amis cardiovasculaires, que ce soit pour les ORL ou les neuro, elle va donner des manifestations à type d'acouphène. Elle va déclencher des acouphènes, le patient va déclencher des acouphènes en tournant la tête. Et il va déclencher un vertige positionnel qui va être tout le temps pas, il est permanent tant que la tête est dans cette position. 2, 3. Puisque les ischémies et les thromboses vont se faire de manière progressive dans le temps, les plaintes vont être chroniques, récurrentes. Donc, ce n'est pas le tableau aigu d'emblée. On ne verra le tableau aigu d'emblée qu'après un certain temps d'évolution. Et c'est ça le gros souci, c'est que souvent le patient va vous dire que je fais des vertiges. Oh, je fais des vertiges depuis longtemps. Avec une baisse, on continue. Donc, jusqu'au jour où il vous fera un AVC ischémique. Donc, 62% des patients ayant eu au moins un vertige. Le symptôme initial et des 19% des patients vont faire en premier lieu un vertige comme symptôme initial. Et écoutez bien, isolé. Isolé. Il va faire rien que le vertige. Pas de trouble tensionnel, pas de manifestation neurologique, rien qu'un vertige rotatoire positionnel. Donc, c'est des symptômes transitoires, d'où l'intérêt d'aller chercher à chaque fois les signes précurseurs qui vont être là et avancer pour poser un diagnostic d'un AVC imminent. Donc moi je dirais, s'il vous plaît, tous vos patients qui ont une pathologie cardiovasculaire, quand ils vous parlent de vertige, considérez-le comme un AIT. Ne le considérez pas comme un petit problème d'oreille interne qui va passer. D'où l'intérêt d'une reconnaissance précoce des symptômes pour réduire le risque de complications graves que vous connaissez mieux que moi. Maintenant, diagnostiquer un vertige, c'est quoi? Il faut maintenant qu'on passe à l'essentiel. La clinique, première chose, l'examen clinique est fondamental. Il faut reconnaître les troubles vestibulaires. L'histoire médicale, l'examen au chevet du malade, les symptômes vestibulaires et les facteurs de risque vasculaire. Les tests autoneurologiques sont venus pour nous poser des diagnostics et nous démontrer les parties centrales des parties périphériques. Les signes pour un vertige central, les signes pour un vertige périphérique, ils sont visibles à l'œil nu avant d'arriver à faire de la neuroimagerie. Et l'imagerie, bien sûr, elle a un rôle complémentaire. Elle va nous donner les territoires, elle va nous donner les étiologies. Elle est là pour
pour nous aider à poser des diagnostics. Mais je vous assure que les 48 premières heures, parfois l'IRM n'a aucun intérêt. Il y a des tests qui sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus spécifiques. Donc, en URL, pardon. Il y a le premier signe, c'est ce qu'on appelle l'oculaire tilt réaction. C'est quoi? C'est mouvement de l'œil et mouvement de tête. La verticale visuelle subjective. Vous savez, il y a le test du son. On prenait un son, on met une verticale au centre et on la varie. On demande au patient de remettre la verticale en place. Quelqu'un qui a une pathologie vestibulaire, il est dans l'incapacité de remettre la verticale en place. Elle va être déviée de plus de 12 degrés. 2. Observez l'œil, le nystagmus spontané. Le Haid Impulse Test. Là, on va parler en long et en large aujourd'hui parce que j'ai envie qu'en sortant de cette conférence, que vous ayez appris à le faire pour sauver vos patients. Donc, le test d'impulsion crânienne est utilisé pour différencier les vertiges vasculaires des troubles vestibulaires. Périphériques, je dis bien. Alors, c'est ce qu'on appelle le Haid Impulse Nystagmus Test SKU. Il a une spécificité de 96%. Il a une sensibilité de 100%. De l'importance au chevet du patient. Quand vous arrivez devant un patient dans un lit et vous avez une suspicion d'un vertige vasculaire, vous devez faire ce test. Donc, c'est simple, c'est tenir la tête d'un patient, regard fixe, vous lui demandez de fixer un point ici, votre nez en général, et il suffit de tourner la tête dans un sens puis dans l'autre et de voir le mouvement de l'œil, s'il reste coordonné ou pas. Et je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc, une fois qu'on a un hint, si on a le Haid Impulse Test qui est normal, on est dans le central, donc travail du neurologue. S'il est anormal, avec un nystagmus qui est multidirectionnel, ça veut dire que l'œil tourne dans tous les sens. Et on fait un skew deviation. Et on voit que la divergence, ça veut dire le mouvement de l'œil va partir dans un sens. On est dans le périphérique. Mais regardez, je vais vous montrer mieux. Alors, c'est pas moi, hein, c'est Newman Tucker, qui est un grand membre de la Barani Society, qui a montré l'intérêt de ce diagnostic du hand dans l'urgence au lit du patient. Il a plus de sensibilité dans les 48 premières heures pour parler si le patient fait un vertige périphérique ou central, si votre patient est en train de faire un AVC ou pas. Parce que c'est la crainte de tous les cardiologues. Donc là, c'est un nystagmus qui va changer de position. Donc, vous demandez à ce qu'il regarde à droite, vous aurez un nystagmus droit. À gauche, tête gauche. Là, c'est un hand. Ça veut dire qu'on a fait un mouvement de la tête et on voit que l'œil ne bouge pas. Alors qu'on avait un nystagmus initial. Donc, normal, Haid Impulse Test. 3. On ferme un œil, vous voyez que l'œil va changer de position. C'est le skew deviation. C'est pas difficile, hein? C'est faisable. C'est très facile. Et c'est ça. Quand vous avez des études randomisées, étudiées, qui vous disent, voilà la clé, prenez-la, utilisez-la. Et on va faire gagner du temps à des thrombolises, à des diagnostics, à plein de choses. Donc, le test positionnel et le nystagmus. Donc, on a parlé du nystagmus et de la secousse de la tête. On va parler maintenant du nystagmus positionnel. Donc, tout le monde connaît les manœuvres qu'on va faire pour rechercher un vertige positionnel ou un vertige positionnel paroxystique bénin par déplacement des cristaux ou un vertige positionnel paroxystique bénin que tout le monde connaît, c'est les cristaux. Mais il y a aussi les vertiges positionnels qu'on a, qui sont persistants dans les migraines parfois, qu'on a aussi dans les formes centrales. D'où l'intérêt de voir cette vidéo pour comprendre la différence. Un vertige positionnel, les amis, à la base, quand vous regardez l'œil du patient, elle ne bouge pas.
Mais dès que vous le mettez, que vous l'allongez, que vous lui donnez 30 secondes, à ce moment-là, commence le nystagmus. Sinon, vous n'êtes pas dans, ça c'est le professeur Jean-Pierre Sauvage, un grand nom du domaine du vertige. Donc là, vous voyez l'œil, il n'y a aucun mouvement. Alors, il va allonger la patiente. Et là, vous voyez l'œil qui va tourner. Ce nystagmus ne doit pas durer plus de 30 secondes. Moi, je compte quand je fais mes manœuvres. Je compte 1, 2, 3, 4. Pourquoi je compte? Pour savoir si je suis vraiment dans le positionnel paroxystique bénin ou dans du central. Donc, c'est facile. Si là, une manœuvre, vous pouvez libérer le nystagmus et libérer les cristaux. Mais dans une forme comme celle-là, vous n'allez rien libérer. Parce qu'il y a déjà le nystagmus. Je vais lui donner la fixation de la lumière. Sachez qu'un nystagmus périphérique s'inhibe à la fixation de la lumière. Je lui donne la lumière, mais son nystagmus ne s'inhibe pas. Il continue. Donc ça continue de tourner dans toutes les positions, même à la fixation oculaire, vous êtes dans du central. D'accord? On n'a pas besoin d'avoir des appareillages sophistiqués, on a besoin d'avoir une lumière, une torche. Et dans toutes les positions, ça ne va pas s'arrêter. Donc, les signes de motricité oculaire centrale, bien sûr, on doit faire les études des saccades qui sont anormales, ça veut dire la poursuite oculaire va être anormale parce que vous savez que les noyaux vestibulaires centraux, et j'ai parlé au départ du réflexe vestibulo-oculaire, quand il y a une atteinte du réflexe vestibulo-oculaire au niveau des noyaux vestibulaires centraux, vous allez avoir des saccades qui ne vont pas s'arrêter, même à la fixation. Et la poursuite oculaire ne va pas être une poursuite oculaire lente, ça va être une poursuite oculaire saccadique. Donc, ça nous permet déjà d'avoir une idée sur le lieu de la lésion. À quel niveau du transcérébral, sustentoriel, sous-tentoriel, mésencéphalique. Donc, la poursuite en douceur aussi. Une torche. Et le patient, s'il arrive à faire la poursuite en douceur, sans problème, ou s'il a une difficulté de suivre, dès que vous lui demandez de suivre le signal, il l'échappe. Là, vous êtes dans la centralité. La marche. Je peux vous dire que la marche, vous le savez par définition, la marche c'est un ensemble de chutes rattrapées. Ça vous le savez. Eh bien la marche c'est un ensemble de chutes rattrapées. À chaque fois qu'on marche, on devait tomber. Marcher, là, je laisse le faire. Là, je me rattrape, mais là, je marche. La marche c'est un ensemble de chutes rattrapées. Et donc pour rattraper la marche, il faut que tout le mécanisme physiologique soit fonctionnel. Maintenant, la marche a plus de valeur que tous les tests, en neurologie et en neurootologie. Donc, évaluez la marche. Demandez au patient de marcher en regardant droit devant lui. Une seule tâche, marchez yeux ouverts. Revenez, marchez doucement. Marchez pas. Quand vous demandez au patient de faire un double tâche, c'est quoi double tâche? C'est comme ce que je demande à ce jeune. C'est de marcher, mais en regardant à droite. Ça, c'est une double tâche. C'est difficile quand vous avez une pathologie centrale ou même périphérique, une irritation du système vestibulaire, d'avoir une marche normale. Alors, quand on parle cardiologie, tout le monde connaît l'écho-doppler, la coronaro, le pacemaker. Donc, c'est des choses qu'on a étudiées quand on a fait de la cardiologie. Mais malheureusement, dans le système de l'autoneurophysiologie, ça, on ne connaît pas. Et ce que j'ai envie de partager avec vous, quand vous allez voir plein de tests qu'on demande aux patients, sachez qu'on n'est pas dans l'excès thérapeutique. Parce que le système vestibulaire, les cellules du système vestibulaire,
ils vont agir du 0,01 Hz au 500 Hz. Comprenez, c'est ce qui vous permet de stabiliser l'image sur la rétine. C'est ce qui vous permet, quand vous êtes dans un train, quand vous êtes dans une voiture, qui accélère, qui décélère, que vous restez stable dans la voiture, que tout reste stable. Quand il y a une pathologie du système vestibulaire, vous allez vous sentir éjecté. Quand la voiture s'arrête, vous aurez l'impression de partir. Parce que ces cellules-là, c'est des cellules qui vont avoir des phases. Et dans notre exploration, chaque test va viser une fréquence précise. Wow. On a l'épreuve calorique, que vous connaissez, froid chaud dans l'oreille. Ben elle ne va tester que du 0,03 Hz. Le rotatory chain, c'est le low frequency. Vous voulez faire le haute fréquency, vous êtes obligé de faire l'UVHT. Vous voulez faire le 200-500 Hz, la fonction autolytique qui est à l'origine des vertiges positionnels récurrents, ben c'est les VEMS. C'est ce qui vous permet de savoir si votre fonction vestibulo-spinale, saculaire et étriculaire est fonctionnelle. Malheureusement, par exemple, quand on a un mineur, vous devez savoir que le mineur, c'est un hydrops. C'est une pression qui va aller en augmentant de la cochlée vers le système vestibulaire et en détruisant les cellules tout en douceur. C'est un vertige qui va venir, la fluidité va s'installer, etc. Donc, chemin faisant, vous êtes en train de perdre une cellule basse fréquence, moyenne fréquence, haute fréquence. Vous ne pouvez ni monter dans un train, ni dans un avion, ni descendre d'un avion, ni aller faire les courses dans les magasins. Et c'est un vrai calvaire. Parce qu'on arrive malheureusement, dans certains types de rythme cardiaque, à des vestibulopathies bilatérales. Et bilatérale vestibulopathie, je peux vous assurer que c'est un calvaire quotidien de bouger avec un système vestibulaire paralysé. Vous bougez, tout bouge. Le patient, il bouge, tout bouge. Et on dirait qu'il est ivre. Mais malheureusement, il n'y a que l'implant vestibulaire qui peut être posé. Donc, si on peut se donner la main pour éviter que le patient arrive à ce stade-là, ça serait magique. Donc, test calorique. Test là. Le VOR horizontal, donc il a une indication limitée. Le VEMS, fonction autolytique, c'est ce que je vous ai dit sur haute fréquence. L'audiométrie, c'est simplement pour voir s'il y a une atteinte cochléaire associée. Sachez que maintenant, on a le Video Read Impulse Test qui va mesurer le gain, qui va nous montrer le haute fréquence. Bon, on a l'imagerie du fond d'œil, on a les VNG portables. Pourquoi tous ces tests? Parce que comme il y a l'infarctus cérébral, ben, il y a l'infarctus labyrinthique. Il y a les hémorragies labyrinthiques. Et j'ai vu deux patients de mon expérience qui, après un retrait de syntron et réintroduction de syntron qu'il a fait tout seul, il va me faire une hémorragie labyrinthique. Et avec ces tableaux-là, il est passé en plasmaphérèse pour récupérer. Malheureusement, il n'a pas récupéré son neurone. Donc, le Read Impulse Test, s'il est normal, c'est un signe indicatif d'une possible origine centrale. Le nystagmus directionnel, comme je vous l'avais montré, s'il va changer de direction à chaque fois, on est dans le central. Les déviations obliques. Vous connaissez le tilt. C'est un patient qui est là, qui marche comme ça. Parce que lui, sa verticale, il a dévié. Et vous pensez qu'il fait exprès. À chaque fois, il va se tenir la tête. Et quand il va marcher, il va commencer à marcher comme ça. Ce n'est pas un AVC. C'est des déficits vestibulaires centraux qu'on arrive à rééduquer. Donc, il faut comprendre que le réflexe vestibulo-oculaire, c'est la stabilisation de l'image sur les rétines passe par les noyaux vestibulaires centraux. Et c'est grâce à votre système vestibulaire que vous arrivez à avoir une image. Quand vous voyez deux images, la diplopie, vous vous dites « Yes, je suis dans un AVC ». Toujours. La diplopie peut être transitoire dans certaines pathologies vestibulaires périphériques. Mais c'est vrai que la diplopie pour nous veut dire qu'on doit aller chercher des lésions dans le tronc cérébral ischémique. D'où l'intérêt du Video Read Impulse Test
qui est un test qui va vous donner une réponse comme ça, quand il est normal, pour que vous compreniez un peu. Là, on a les trois antennes, les trois canaux semi-circulaires droit, les trois canaux semi-circulaires gauche. Là, il y a le mouvement de la tête et le mouvement de l'œil doivent être coordonnés. Quand il y a une discordance, ben vous allez avoir un mouvement de tête et un mouvement d'œil qui va faire des saccades là. Là. Et là, vous avez une vestibulopathie bilatérale. Ça veut dire qu'il bouge, tout bouge. Donc, le plus important aujourd'hui, cette approche structurée, c'est de se dire que vertige de plus de 24 heures, oui, sera un AVC, soit un AIT. L'intérêt de faire une IRM, l'intérêt de faire une échodoppler en urgence. Les symptômes transitoires moins de 24 heures, AVC probable. L'oriente et l'examen clinique au lieu du patient. Les pertes auditives unilatérales. Associées, c'est un possible infarctus labyrinthique. L'intérêt de demander l'imagerie de l'oreille interne. Donc, faisant face à un patient qui a un syndrome vestibulaire aigu, le clinicien dit à jongler entre les manifestations aiguës prolongées versus les symptômes transitoires qui vont venir et partir. Avec comme objectif, bien sûr, identifier l'origine vasculaire, vasculaire. Et je peux vous assurer qu'à chaque fois que je vois un patient dans mon cabinet, avant qu'il ne rentre, je lui prends les constantes tensionnelles et obligatoires, la stabilité tensionnelle, le rythme cardiaque, la saturation avant de faire un examen ORL spécifique. Donc, l'imagerie, on va le voir, elle est d'un grand apport. L'examen clinique, les risques vasculaires, en fait, dans la classification, il y a beaucoup de scores que je ne vous ai pas montré aujourd'hui, parce que sinon, on va faire que ça. Et les symptômes et les signes centraux, c'est surtout intégrer le test du RAID Impulse Test dans votre pratique quotidienne, s'il vous plaît. Donc, l'examen clinique, on est des cliniciens avant d'être des cardiologues ou des spécialistes, on doit rester toujours clinicien. L'intérêt de l'examen du RAID avant les premières 48 heures, savoir qu'on peut faire, par exemple, aux États-Unis, le Video RAID Impulse Test dans les urgences, dans toutes les urgences. Ils le font avant d'envoyer les patients en imagerie. J'espère que ça va venir un jour. Et je vous dirais que si on se donne la main, on peut avancer. Voilà. Merci beaucoup.